Bonjour tout le monde. Magali Girard, je suis la directrice générale du CIX, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Et puis, il me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Dominique Pépin-Filion de Statistique Canada dans le cadre de nos midi-webinaires. Donc, la formule est toujours la même, hein? C'est de midi et quart jusqu'à 13 heures, une présentation là, d'environ, ce midi, ça va être plus autour de 35 minutes. Ça va nous laisser du temps à la fin là, pour échanger, poser des questions. Donc, j'invite les gens à utiliser la section questions-réponses de Zoom pendant la présentation, puis à la fin de la présentation, là, je pourrai m'occuper de la modération et de relancer les questions à M. Pépin-Filion. Alors, la présentation aujourd'hui porte sur le recensement 2021, plus particulièrement les 5 nouvelles questions qui portent sur la langue d'enseignement qu'on retrouve à la fois dans le questionnaire abrégé puis dans le questionnaire complet du recensement de 2021. Monsieur Pépin-Filion est analyste à la division des statistiques linguistiques à Statistique Canada. Il se spécialise notamment sur l'instruction dans les langues minoritaires. Alors, merci beaucoup, Monsieur Pépin-Filion. Je vous cède la parole et je réouvrirai ma caméra à la fin pour modérer les questions et les réponses. C'est parfait. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est certain que c'est toujours excitant de travailler sur de la nouveauté et dans le recensement, la nouveauté est plutôt rare. Il y a un grand principe qui dirige le recensement, comme tous les recensements, pas juste le recensement canadien, c'est la comparabilité historique dans le temps. Donc, on cherche habituellement à ne pas faire de changements, mais des ajouts apportent aussi de la nouveauté. Puis dans ce cas-là, dans ce cas-ci, on a des nouvelles questions qui ont été ajoutées au dernier recensement sur les langues d'enseignement. Et c'est très intéressant de pouvoir diffuser cette information-là, puis travailler sur ces nouvelles variables-là. Donc, je pense sincèrement que ça va donner de l'élan à un champ de recherche qui était parfois limité par les données disponibles. Puis peut-être, en fait, ouvrir beaucoup plus grand ce champ de recherche, ce sujet de recherche. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est rapidement une définition des critères de l'admissibilité à l'instruction dans la langue officielle minoritaire. Hein, c'est le besoin qui a amené ces nouvelles données-là. Pour bien comprendre pourquoi ces nouvelles questions-là ont été ajoutées dans le recensement et aussi pourquoi autant de questions, 5 questions, puis la façon qu'ils sont structurées, il faut comprendre que c'était vraiment pour arriver à mieux mesurer ces critères-là. Et puis, finalement, en troisième lieu, plutôt, je vais présenter les nouvelles variables qu'il va y avoir maintenant dans le recensement. Je ne peux pas présenter les variables dans le fin détail de leur modalité parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui va être retenu dans le fichier maître qui s'en vient bientôt dans les centres de données de recherche. Mais au moins, je peux vous présenter quels sont les grands noms de ces variables-là, puis qu'est-ce qui est l'idée derrière ça, et qui devrait donner quand même là, beaucoup de détails, un niveau assez fin de détails pour les analyses. Et puis, bien, c'est ça, finalement, si le temps le permet, s'il y a de l'intérêt, j'ai aussi des résultats qui ont été diffusés l'automne dernier sur l'instruction dans la langue officielle minoritaire. Donc voilà, 5 nouvelles questions sur la langue d'instruction dans les 2 questionnaires du recensement. Donc, on a l'information sur tout le monde. Hein. L'objectif principal était d'obtenir une meilleure estimation, un meilleur dénombrement des enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire en fonction des critères énoncés à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Ici, là, on entend la langue officielle de la minorité ou la langue officielle minoritaire comme étant l'anglais au Québec et le français dans les autres provinces et territoires du Canada. Donc, tout de suite, essayons de comprendre ces critères d'admissibilité-là tels qu'on peut les reproduire dans le recensement, parce que de la manière qu'ils sont énoncés dans le texte
juridiques, on ne peut pas les reproduire tout à fait exactement parce que quand même, le recensement a des limites, puis il y avait des limites au nombre de questions qu'on pouvait ajouter. Mais disons qu'on a une estimation très satisfaisante avec ces nouvelles questions et ces nouvelles variables. Donc, un enfant dont le lieu habituel de résidence est au Québec serait considéré comme admissible à l'instruction en anglais si au moins un des critères suivants est respecté. Si au moins un de ses parents a fréquenté au primaire une école de langue anglaise au Canada. Ce n'est pas nécessaire que ce soit au Québec. Ensuite, si lui-même, l'enfant, un de ses frères ou une de ses sœurs, fréquente ou a déjà fréquenté au primaire ou au secondaire une école de langue anglaise au Canada. Donc, il existe aussi une autre exigence dans la charte qui demande à ce que au moins un des parents soit citoyen canadien. Mais dans les données diffusées cet automne qui vont être présentées ici, on ne considère pas ce critère-là. C'est une des limites de l'estimation. Mais il y aura des données disponibles, des tableaux qui seront diffusés dans les prochains mois, probablement à l'été prochain, qui va permettre d'estimer les nombres en tenant compte de ce critère-là. S'il y aurait des chercheurs intéressés de le faire, ou parfois certaines provinces ou juridictions qui préféraient faire des estimations. Comme ce n'est pas le même système juridique partout dans les provinces, il y a quand même un grand intérêt à diffuser les données sans cette information. Maintenant, pour ce qui est un peu les mêmes critères, mais à l'extérieur du Québec, hein, si le lieu de résidence habituel de l'enfant se trouve au Canada hors Québec au moment du recensement, cet enfant-là est considéré admissible à l'instruction en français dans le reste du Canada si au moins un des critères suivants est respecté. Et là, on a le critère de la langue maternelle. Si au moins un des parents de l'enfant a le français comme langue maternelle, alors c'est suffisant pour que l'enfant soit considéré admissible à l'instruction en français. Et ensuite, on a les deux mêmes critères qu'on avait vus au Québec. Hein, c'est au moins un des parents de l'enfant à fréquenter au primaire un programme régulier d'instruction en français dans une école de langue française au Canada. Et finalement, si l'enfant lui-même, un frère ou une sœur de l'enfant, fréquente ou a déjà fréquenté au primaire ou au secondaire un programme régulier d'instruction en français dans une école de langue française. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit au long comme ça un programme régulier d'instruction en français dans une école de langue française? C'est pour être bien clair là, dans les questions. Les tests ont permis de voir qu'il fallait bien préciser pour qu'il n'y ait pas de confusion avec les programmes d'immersion française, par exemple, dans une école de langue anglaise. Hein, ce ne sont pas des programmes qui donnent droit qui rendent admissibles les enfants par la suite. Ce sont des programmes d'apprentissage d'une langue seconde, le français, est donné dans le système scolaire anglophone, par exemple. Encore une fois, l'exigence de la charte sur la citoyenneté des parents n'est pas considérée dans cette admissibilité-là. Donc, vous voyez, il y a quand même plusieurs critères qui diffèrent selon la géographie au Québec ou au Canada hors Québec. Donc, dans le recensement, ici, vous avez une copie d'un exemplaire du formulaire papier. Ça ne se présente pas tout à fait comme ça dans le formulaire électronique, mais pour bien voir les questions, tout d'abord, il y a une question qui a été ajoutée pour confirmer le lieu du logement du répondant. Et c'est ce qui permet là, de donner l'embranchement conditionnel. Par exemple, si le logement, on demande si ce logement est-il situé au Québec, bien, cette question-là n'est pas posée dans le formulaire électronique parce que le répondant a déjà répondu à ça plus tôt. Donc, l'embranchement se fait automatiquement. Par exemple, si la personne dit oui, la personne passe à la question 16, les deux dernières questions, hein, qui nous permettent de répondre aux deux critères qu'on a vus tout à l'heure. Cette personne a-t-elle fait des études primaires ou secondaires dans une école de langue anglaise au Canada? Et dans ce cas-là, on peut inclure un programme d'immersion parce que c'est donné par une école anglaise. Et ensuite, on demande oui ou non. Donc, si la personne dit oui, j'ai fait des études dans le passé. Donc là, cette question elle est posée à tout le monde, les adultes inclus aussi. Ensuite de ça, la personne devra répondre à la question pendant combien d'années cette personne a-t-elle fait des études dans une école de langue anglaise au Canada, incluant un programme d'immersion. Et on demande de distinguer au primaire et au secondaire le nombre d'années. Donc voilà, en deux questions, c'est réglé pour une personne qui réside au Québec. Et puis, si c'est non à la première question, bien même la question 17 est passée aussi. Donc, à une seule question pour la grande majorité des répondants au Québec, par exemple. Et cette structure-là a été faite aussi pour diminuer le fardeau de réponse de la majorité des répondants, là, pour lesquels ce n'est pas le cas d'avoir fréquenté une école de langue anglaise au Québec, par exemple.
Et si la personne répond plutôt au contraire qu'elle n'est pas située au Québec, ou si l'embranchement automatique se fait tout seul, ensuite, il faut répondre aux 3 questions. Ici, on va les voir plus en détail dans les prochaines diapos, c'est un peu petit ici. Donc, voilà, c'était pour la question du Québec, c'est ce qu'on vient de voir, la question 16 et 17, hein, qui demande est-ce que la personne étudie dans une école de langue anglaise? Si oui, combien d'années au primaire, incluant la maternelle, et combien d'années au secondaire? Alors, ça, c'est les informations dont on dispose par la suite pour ce répondant-là. Alors qu'au Québec, il y a les nouvelles questions ont été incluses là, dans la plupart des formulaires. À ce moment-là, on va demander est-ce que cette personne a fait des études primaires ou secondaires en français au Canada, incluant un programme d'immersion. Là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne considère pas l'immersion, mais comme il y avait un peu de confusion chez les répondants, la première question demande de l'inclure. Et dans la deuxième question, on va venir préciser le type de programme, justement. Donc, et ça permet aussi que si la personne répond non à la question 13, bien, ça y est, c'est terminé pour la grande majorité des répondants à l'extérieur du Canada. Donc, le fardeau de réponse est maintenu au minimum. Et ensuite, à la question 14, pour les répondants qui ont fréquenté un programme en français, bon, on demande dans quel type de programme ces études en français ont-elles été effectuées? Est-ce que c'était un programme régulier d'instruction en français dans une école de langue française? Vous voyez l'expression tout à l'heure, tout au long. Ou bien un programme d'immersion en français dans une école de langue anglaise. Et puis là, à ce moment-là, si la personne a seulement fréquenté un programme d'immersion dans une école de langue anglaise, on passe à la question 18, ça en est terminé pour ce répondant, pour les questions de langue d'instruction. Et il peut y avoir quelques cas où les 2 types de programmes ont été fréquentés à différents temps dans le parcours scolaire de la personne, par exemple. Et puis, si c'était un autre type de programme, on demande de le préciser. Et là, il nous reste juste les répondants qui ont coché la première option, qui ont fréquenté un programme régulier en français dans une école de langue française. Et à eux, on va poser la même question qu'on a posée au Québec pour savoir pendant combien d'années cette personne a-t-elle fréquenté un programme régulier d'instruction en français dans une école de langue française. Encore une fois, on veut savoir le nombre d'années au primaire, incluant la maternelle, et le nombre d'années au secondaire. Alors, là, ici, on précise, à cause des systèmes scolaires qui sont un peu différents à l'extérieur du Québec, d'inclure la maternelle et l'école intermédiaire, par exemple. Donc voilà pour ce qui est de la structure des questions et je vous ai peut-être déjà perdu ou mélangé un peu, mais c'était juste pour comprendre pourquoi 5 questions. C'est plutôt ça l'idée qu'il faut retenir. Pourquoi autant de questions? Bien, tout d'abord, il y en a 2 pour le Québec, 3 pour l'extérieur du Québec. Et puis la raison pourquoi il y en a une de plus à l'extérieur du Québec, bien, c'est tout simplement pour distinguer l'immersion des programmes français. Et tout ça, et la question sur l'immersion, dans le fond, a été la précision sur les types de programmes qui permet de distinguer les programmes d'immersion des programmes réguliers en français dans les écoles de la minorité. Vraiment, ça a été ajouté tout simplement pour s'assurer qu'on mesure de l'information de qualité, mais du coup, ça nous donne de l'information sur la fréquentation des programmes d'immersion à l'extérieur du Québec. Donc, il y a de la recherche qui va être possible sur cette question-là, ce qui n'était pas possible dans le passé. Alors, c'est comme un avantage là, par la bande, mais qui va effectivement ouvrir des domaines de recherche sur ces questions-là qui pourraient intéresser des chercheurs d'autres horizons. Donc, finalement, ça nous donne quand même plusieurs variables, tout ça. On a la variable de l'admissibilité même à l'instruction dans la langue officielle minoritaire. Est-ce que l'enfant est admissible, oui ou non? À partir des réponses à ces questions-là et en combinant avec les réponses à d'autres questions dans les différents formulaires, par exemple la langue maternelle des parents, en établissant le lien de parenté entre les enfants et les parents, il est possible à ce moment-là de déterminer, selon les critères que je vous ai présentés au tout début, si l'enfant est admissible, oui ou non, chez les enfants de 18 ans et moins, bien sûr. Ensuite de ça, on va avoir une variable qui détaille la personne, ou disons l'enfant est admissible à l'instruction dans la langue officielle minoritaire, selon quels critères au juste? Si je reviens aux critères que je vous ai présentés au tout début, vous avez bien vu qu'il y avait plusieurs critères, mais ça va être possible de le détailler à partir d'une autre variable. Et puis finalement, il y a des variables là, pour savoir si l'enfant est admissible selon un seul critère, parce qu'un seul critère est suffisant pour devenir admissible, ou selon différents critères. Alors tout ça est quand même relativement bien détaillé. Maintenant, reste à savoir là, à quel niveau de détail ça va arriver dans le fichier maître. Là. On va le savoir dans les prochaines semaines, prochains mois maximum. Il me semble dire que ça va être disponible dans les CDR cet hiver, bien, pour sûr. Finalement, plutôt en second lieu, on a les études primaires au secondaire.
dans la langue officielle minoritaire. Alors là, ça découle des questions où je justement demandais le type de programme d'instruction en français fréquenté au Canada. Bon, c'est ce que je vous disais, ça va nous donner de l'information. Là, il va y avoir une modalité qui va nous indiquer si la personne a fréquenté un programme d'immersion française. C'est ici cette variable qui va permettre de le distinguer. Et puis, on va savoir aussi ces différents types de programmes-là, c'était à quel niveau d'instruction? Est-ce que c'était au primaire ou au secondaire, par exemple? Et finalement, études primaires ou secondaires dans une école de langue anglaise, bon, c'est l'équivalent, mais sans l'immersion, sans la distinction pour l'immersion, pour les résidents du Québec. Et bien sûr, le nombre d'années, il va y avoir des analyses quantitatives possibles de faire à partir de cette information-là sur la fréquentation des programmes en nombre d'années au primaire dans une école de langue anglaise qui a été faite au Canada, mais pour les résidents du Québec, ça peut porter à confusion. Et la même chose, le nombre d'années au primaire, dans un programme régulier d'instruction en français dans une école de langue française. Il faut que cette instruction-là ait été faite au Canada, mais maintenant, la personne peut résider à l'extérieur du Québec, par exemple. Ensuite de ça, le nombre d'années au secondaire, même chose pour les résidents du Québec dans des écoles de langue anglaise. Et au secondaire, pour les résidents du reste du Canada, dans une école de langue française. Et finalement, l'addition de ces nombres d'années-là a été faite dans une autre variable, simplement pour rendre ça plus manipulable, plus facile à travailler, avec un nombre d'années total, un nombre total d'années d'études, que ce soit au primaire ou au secondaire, dans une école de langue anglaise au Canada, ainsi qu'une autre variable équivalente, mais pour les résidents des autres provinces du pays. Alors, voilà, rapidement pour les concepts, il n'y a pas de problème si vous avez des questions, je pourrais revenir sur ces concepts-là. Mais s'il y a de l'intérêt, j'ai aussi préparé quelques résultats parmi les faits saillants, des résultats qui ont été diffusés l'automne dernier. Donc, tout d'abord, on voit là, c'est la distinction au Canada hors Québec qu'on peut faire maintenant entre les programmes réguliers dans une école de langue française. Il y avait jusqu'à 1,2 million de personnes de 5 ans et plus, hein, comprenant les enfants et les adultes, qui ont été instruits dans un programme régulier en français dans une école de langue française. Et un nombre encore plus important de personnes de 5 ans et plus à l'extérieur du Québec qui ont été instruits dans un programme d'immersion en français, donc jusqu'à 1,6 million. Donc, c'est la première fois qu'on peut estimer ces nombres-là, ou plutôt les mesurer, plutôt directement. Et bien sûr, il y avait quelques cas, là, 137 000 personnes qui avaient étudié dans les deux types de programmes au fil de leur parcours scolaire. Finalement, ici, c'est juste pour illustrer, là, on ne va pas regarder tous ces résultats-là en détail, mais pour illustrer la répartition de ces différents critères-là. Par exemple, au Québec, hein, on a dit tout à l'heure qu'un enfant pouvait être admissible en fonction de l'instruction de ses parents. Si un de ses parents avait fréquenté au primaire une école de langue anglaise, n'importe où au Canada, mais un enfant peut être admissible aussi tout simplement à cause qu'il a été admis dans un programme et qu'il a déjà fréquenté une école de langue anglaise au Québec, par exemple, et puis, ou ailleurs au Canada, ou encore un frère plus vieux ou une sœur plus vieille, par exemple. Donc, vous voyez ici, ça représente un peu le nombre d'enfants qui sont dans cette situation-là, qui sont admissibles selon un seul de ces critères-là à l'extérieur ou encore selon les deux critères, comme on voit ici à l'intérieur. Donc, ça nous permet de voir que c'est quand même répartis entre les différents critères. Il y a quand même moins de la moitié qui ont au moins un parent de langue maternelle. Pardon, ça c'est hors Québec. Non, et environ les 2 tiers des enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire, donc en anglais au Québec, qui ont au moins un parent instruit dans une école de langue anglaise. Et là, si on ajoute le troisième critère hors Québec, hein, la langue maternelle des parents, on voit que là aussi, ce n'est pas le critère principal, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre. Et puis, c'est vraiment sur ce critère-là que reposaient les estimations passées. Donc, on voit à quel point on va ajouter de la précision là, avec ces nouvelles questions-là. On vient estimer beaucoup plus fidèlement le nombre d'enfants admissibles. Donc, finalement, moins de la moitié des enfants admissibles hors Québec ont un parent de langue maternelle française, comme on peut le constater si on additionnait tous ces petits pourcentages-là ici. Là, on voit comment les critères se combinent et qu'il y a même des enfants qui sont admissibles en vertu des 3 différents critères. Donc, c'est juste pour illustrer là, ici les différents critères et un peu la situation
de précision que vient ajouter ces nouvelles questions. Bien, en gros, on a constaté que près des 2 tiers des enfants admissibles à l'instruction de langue officielle minoritaire vivaient à l'extérieur du Québec, alors qu'un tiers de ces enfants vivaient au Québec. C'est quand même des nombres importants auxquels plusieurs observateurs ne s'attendaient pas. En fait, ça a permis de préciser cette estimation-là, mais aussi de constater que les nombres sont plus importants que ce que même les décideurs dans le milieu scolaire avaient comme perception, si vous voulez. Donc, près de 900 000 enfants admissibles à la grandeur du Canada, selon différents groupes d'âge. On a les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas encore admissibles à fréquenter le système scolaire, mais ils vont être admissibles au moment qu'ils vont atteindre l'âge de 4 ans ou 5 ans, dépendamment des juridictions provinciales, s'il y a de la prématernelle offerte, par exemple. Et puis, on a les cohortes qui représentent grosso modo, dépendamment des systèmes scolaires provinciaux, les élèves dans les écoles, pardon, pas dans les écoles, mais les élèves admissibles à fréquenter ces écoles-là au niveau primaire ou secondaire. Alors, en gros, 900 000 au Canada, dont les 2 tiers hors Québec, presque 600 000, et 300 000 au Québec. Bien sûr, il y a une répartition qui, comme on vient de le voir, qui varie beaucoup d'une province à l'autre, mais qui est quand même tributaire, dans le fond, de la répartition des populations de langue minoritaire entre les différentes provinces à la grandeur du pays. Les enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire étaient plus nombreux en Ontario et au Québec, comme on vient de le voir, mais ils représentaient un plus gros pourcentage des enfants de moins de 18 ans au Nouveau-Brunswick. Jusqu'à un tiers des enfants, donc plus d'un tiers en fait, 36% des enfants de moins de 18 ans étaient admissibles à l'instruction en langue française au Nouveau-Brunswick. Donc, tout ça reflète, comme je disais, un peu la répartition des populations de langue officielle minoritaire. Et aussi, on a constaté que le gros de ces contingents-là, de ces effectifs-là, sont situés dans les milieux urbains. Montréal, Toronto, Ottawa-Gatineau, qui comptent chacun plus de 100 000 enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire. Donc, c'est des nombres importants aussi, particulièrement impressionnants à Toronto, par exemple. Et ici, on parle vraiment des grands centres urbains, ce qui est l'équivalent des RMR. Donc, ce sont les grandes régions urbaines entourant ces centres-là. Et même dans l'Ouest, on a des nombres importants. Vancouver, 28 000 enfants. Edmonton, 25 000. Calgary, 24 000. Donc, c'est des nombres qui dépassent des endroits comme Moncton, par exemple, ou Halifax encore. Bon, bien sûr, ça se répartit là, dans différentes municipalités, mais on voit que ça varie aussi beaucoup entre les municipalités. Là, vous n'arrivez peut-être pas à bien lire nécessairement, mais ici, à Montréal, par exemple, le nombre est très élevé, Ottawa également, Toronto, et ensuite, ça varie quand même beaucoup entre les différentes régions du Canada. Vous avez l'Atlantique en premier, ensuite le Québec, l'Ontario et l'Ouest, par exemple. Donc, le nombre d'enfants admissibles à l'instruction dans la langue officielle minoritaire variait grandement entre les... Ici, on présente seulement le palmarès des 10 municipalités qui comptent le plus grand nombre d'enfants admissibles dans chaque région du Canada. Et il y avait jusqu'à 135 municipalités qui comptaient plus de 1000 enfants admissibles dans l'instruction dans la langue officielle minoritaire. Donc, c'est quand même des résultats qui changent un peu le portrait de ce à quoi on pouvait s'attendre au Canada. Donc, au Canada, hors Québec, près des 2 tiers des enfants admissibles d'âge scolaire, là, si on prend seulement ceux qui ont atteint l'âge de fréquenter l'école dans quelques provinces que ce soit, parce que encore plusieurs provinces n'offrent pas la maternelle 4 ans, environ les 2 tiers de ces enfants admissibles-là ont déjà été instruits dans un programme régulier en français dans une école de langue française. Là, on prend seulement que le Canada hors Québec, par exemple. Donc, ça, c'est une première mesure, si vous voulez, de la fréquentation qu'on a pu faire avec ces nouvelles données. Par exemple, oui, on a des nombres importants
d'enfants admissibles, mais est-ce qu'ils fréquentent vraiment les programmes? Donc là, ici, on a une première idée d'enfants qui ont au moins fréquenté dans le passé un programme. Bon, peut-être qu'ils ont essayé le programme, qu'ils ont préféré un programme la majorité par la suite, mais au moins, il y a eu une certaine offre qui a été faite à ces enfants-là. Donc, on voit que ça a quand même rejoint, là, aussi, on peut parler d'un taux de participation aussi, près des 2 tiers des enfants. Donc, le total des enfants admissibles d'âge scolaire à l'extérieur du Québec, c'est bon, 452 000 enfants de 5 à 17 ans. Comment se répartissent ces enfants-là? Bien, il y en a plus de la moitié qui ont déjà fréquenté un programme régulier dans une école de langue française. Et puis, si on ajoute à ça ceux qui ont fréquenté et un programme régulier et un programme d'immersion, 35 000 enfants de plus, c'est là qu'on atteint le 64,7 % que je présentais juste avant. Donc, ce sont les enfants, le grand cercle ici, qui ont déjà fréquenté un programme parmi les enfants admissibles d'âge scolaire. Bon, où sont les autres? Ça, c'est la question que ça soulève. S'ils ne fréquentent pas tous le programme auquel ils ont droit, bon, bien, c'est parce qu'ils sont inscrits, on s'y attend, dans un programme d'immersion pour environ un enfant sur 8. Mais il reste quand même un peu moins du quart des enfants qui ont fréquenté aucun programme en français, alors qu'ils sont admissibles à être instruits dans un programme régulier en français dans une école de langue française. Donc là, on voit que cette diapo-là montre un peu les questions de participation, de fréquentation, et puis les différentes raisons qu'on pourrait soulever en termes de questions de recherche. Bon, qu'est-ce qui fait que certains enfants fréquentent ou ne fréquentent pas le programme auquel ils ont droit, par exemple. Donc, c'est sûr que nous, c'est tout un champ de recherche qui s'ouvre. On n'a pas fait le tour de la question du tout. Ce n'est qu'un début. On a, si vous voulez, rapidement, on a commencé à regarder à cet indice-là de participation ou de fréquentation. On a commencé à regarder comment il se répartit au Canada. Donc, c'est au Nouveau-Brunswick, au Québec et au Yukon que les pourcentages d'instruction dans la langue officielle minoritaire étaient les plus élevés. Hein, c'est là qu'on retrouve les plus hauts pourcentages de participation dans un programme parmi les enfants qui sont admissibles et qui sont d'âge scolaire. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire 80 % de taux de participation au Nouveau-Brunswick, 76 % au Québec, jusqu'à 71 % au Yukon. Et alors que c'est plus faible en Alberta, avec un peu moins de la moitié des enfants admissibles d'âge scolaire qui ont effectivement fréquenté un programme de la minorité. Terre-Neuve et Labrador aussi, un peu plus de la moitié. Et en Colombie-Britannique, 55,7 %. Donc, une des choses qu'on a constatées, beaucoup de variations. Donc, il y a lieu d'y regarder de plus près. Et une des choses qu'on a commencé à regarder, bien sûr, on peut expliquer tout simplement qu'il y a le choix des parents qui entre en jeu là-dedans. Tout le monde est libre de choisir, même si l'enfant est admissible. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être explorées pour voir s'il y a des raisons? Une des questions qu'on s'est posées et que le recensement permettait d'analyser, c'était la question de la distance. On peut imaginer que s'il y a un problème d'accessibilité lié à la distance, au transport d'une école de la minorité, bien, ça peut être une embûche. Bon, une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a combiné les données du recensement, ces données-là de participation, de fréquentation, avec les données sur la localisation exacte là, des établissements scolaires primaires et secondaires de langue officielle minoritaire au Canada. Bon, ça peut être étonnant. Les écoles se sont quand même beaucoup développées dans les dernières décennies. Hein, il y avait plus de 1000 écoles de langue officielle minoritaire au Canada, dont 270 écoles de langue anglaise situées au Québec et 750 écoles de langue française au Canada hors Québec. Et là, ça compte autant les écoles primaires de différents niveaux primaires que les écoles secondaires. Et puis, on a combiné les données avec les données sur la participation que je viens de vous présenter. Et puis, une des premières choses, ou de l'admissibilité même, une des premières choses qu'on a constatées, c'est qu'on a voulu voir, c'est un peu la répartition des enfants admissibles d'abord, pour voir si comment se répartit la population, puis s'il y a lieu de regarder à la distance. Donc, dans l'ensemble, quand même, 91,5 % des enfants admissibles
âgés de moins de 18 ans résidaient à moins de 15 km d'une école de langue officielle minoritaire. Donc, on peut penser qu'il y a quand même une grande partie de ces enfants-là qui sont pas très loin d'une école. Puis comme on le voit, la grande majorité sont plutôt près d'une école de langue officielle minoritaire. Bien sûr, ça, c'est un portrait national. Ça varie beaucoup entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Et on a tenu compte de cette variabilité-là dans les premiers résultats qu'on a diffusés. Mais encore là, il y a encore beaucoup de choses à approfondir. Et puis, quand on a mis en parallèle cette distance-là avec le taux de participation, on a constaté quand même que plus le lieu de résidence de l'enfant était éloigné d'une école de langue officielle minoritaire, c'est ce qu'on voit ici avec les catégories. Hein. Ici, ce sont les enfants qui résident à moins de 1 km d'une école de langue officielle minoritaire. Et la distance augmente comme ça, 2 km comme ça, jusqu'à 20 km et plus. Alors, moins le taux de fréquentation ou le taux de participation était élevé. Donc, au Canada, hors Québec, 75% des enfants admissibles d'âge scolaire vivant à moins d'1 km d'une école de langue française, par exemple, on est ici, voilà, fréquentaient ou avaient déjà fréquenté une telle école. Comparativement, environ la moitié des enfants vivant à 10 km ou plus. Et ça, c'est à partir des données du recensement, bien sûr, de 2021. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est présenter ça. On s'imagine bien qu'il y a d'autres facteurs, c'est multifactoriel, mais c'est déjà pour donner une première idée de ce que les données peuvent permettre de faire. Ici, je voulais vous donner une idée de ce que ça peut permettre de faire pour approfondir ces nouvelles variables-là. Qu'est-ce qui est à venir? Il me reste 2 minutes. Je vais passer rapidement. Bien sûr, le fichier maître dans les CDR, on m'a dit février 2023, osons espérer, mais disons que la réponse officielle, c'est hiver 2023. Mais tenez-vous à l'affût. Je pense que ça pourrait arriver dans les prochaines semaines, sinon certainement dans les prochains mois. Et puis, il va y avoir d'autres tableaux, comme je mentionnais, qui vont tenir compte des caractéristiques des parents. Hein. C'est ce qui n'a pas été diffusé encore. Quand je vous parlais nous, on a pu établir les liens familiaux entre les enfants et les parents. Ça a été fait déjà pour déterminer l'admissibilité des enfants, dans le sens qu'on a vérifié la langue maternelle de leurs parents à l'extérieur du Québec. Mais il y a d'autres caractéristiques qui seraient intéressantes analytiquement. Hein, la citoyenneté des parents, comme on l'a mentionné. Il y en a d'autres, les caractéristiques linguistiques des parents, bien sûr. Il y a d'autres variables linguistiques dans le recensement. Et puis, voilà, et ça va venir au courant de l'été prochain. Il y aura d'autres analyses. Nous, on ne fait qu'effleurer ces nouvelles questions de recherche-là. On a déjà ressenti, on a eu beaucoup d'intérêt sur la question de la distance, comme je vous ai présenté. Donc, on a déjà un projet pour approfondir l'effet de cette distance-là sur la fréquentation des programmes. Mais comme je vous disais, il y a des données sur l'immersion. Donc, il y aura d'autres analyses que Statistique Canada va diffuser sur ça. Et puis, un autre produit de référence qui va nous permettre un peu, sous le mode d'une étude de sous-dénombrement, pour de mieux comprendre quels sont les enfants admissibles qui n'ont pas été dénombrés. Hein, ça peut être le cas pour les enfants pour lesquels on n'a pas le lien familial entre l'enfant et le parent. Excusez-moi. Voilà, tout simplement parce que le parent qui serait de langue maternelle française, par exemple, à l'extérieur du Québec, ne réside pas avec l'enfant. Hein, dans le cas, on peut penser au cas des familles monoparentales, par exemple. Donc, il y a une étude qui va être faite pour essayer d'estimer ce sous-dénombrement-là. Et puis finalement, bien sûr, il y a l'enquête sur la population de langue officielle minoritaire qui sera disponible en 2024 et qui va permettre de venir approfondir avec des questions vraiment spécifiques sur quelles sont les raisons de la participation ou non à l'instruction dans la langue officielle minoritaire. On demande aux parents pourquoi avez-vous inscrit vos enfants, si c'est le cas, on leur demande avant quel programme suivent leurs enfants. Et puis aussi les intentions auprès des enfants qui sont plus jeunes, par exemple. Avez-vous l'intention d'inscrire vos enfants dans une école de langue officielle minoritaire? Donc, il y a différentes questions qui vont venir permettre de mieux préciser les questions qui concernent le choix scolaire que font les parents. Voilà.
j'imagine que la présentation va être partagée. Je vous ai mis quand même une liste de liens, là, parce que comme c'est un nouveau sujet de recherche, il y a beaucoup de choses qui ont été développées au niveau des concepts pour bien comprendre ce que j'ai présenté rapidement ici. Et puis comprendre d'où ça vient à partir de la charte, par exemple. Le rapport technique explique comment ça a été développé, les tests qui ont été faits dans le passé pour développer ces questions-là, puis pourquoi on arrive avec ces 5 questions, par exemple. Et puis aussi des liens vers les résultats qui ont été diffusés ou encore sur les données futures ou à venir qui vont venir compléter le sujet, par exemple. Voilà, je m'arrête ici, puis je prendrai bien sûr les questions avec plaisir. Merci, M. Pépin-Fillon. Justement, on demandait là, si on peut avoir une copie de la présentation. Alors, peut-être que vous pourriez nous l'envoyer, puis on la rendrait disponible parce qu'il y a beaucoup d'informations puis de données intéressantes. Effectivement, ça semble ouvrir tout plein de possibilités d'analyse croisées avec les autres variables du questionnaire long et abrégé aussi. Donc, ben, merci beaucoup, vraiment, vraiment intéressant. J'ai une question pour vous. En ce qui concerne le lien entre la distance d'une école et la proportion des élèves qui fréquentent ou ont fréquenté une école de langue minoritaire, est-ce que vous avez tenu compte de la décroissance de la densité de population selon la distance par rapport à l'école? C'est une très bonne question. C'est sûr que nous, on s'est dit, c'est pas juste la distance qui joue ici. Il y a tout simplement le fait qu'il doit y avoir aussi d'autres options d'école de la majorité en chemin, plus qu'on allonge cette distance-là. Mais la question de la densité, on ne l'avait pas abordée de front. Je trouve ça vraiment intéressant. Je prends bonne note parce qu'on est justement en train de développer cette analyse-là. Et puis, je serais particulièrement intéressé à échanger avec la personne qui a posé la question, là, s'il y a lieu, parce que je pense que c'est une piste intéressante, effectivement. Mais on le voit mais ce n'est pas directement mesuré, mais on peut imaginer que cet effet-là se retrouve parce qu'on voit des grosses différences entre les milieux urbains et les milieux ruraux. L'effet de la distance est toujours présent en milieu rural, mais les niveaux sont en fait plus élevés. Bon, il faudra vérifier. Il y a peut-être l'effet des villages francophones où il n'y a pas d'autres options que l'école de la minorité, par exemple, en milieu rural. Mais c'est ça, la distance est quand même 4 fois plus élevée en milieu rural. Donc, il y a certainement un effet là où la densité pourrait venir préciser, effectivement. Merci. Une autre question. Dans un contexte où les structures familiales sont de plus en plus complexes, est-ce que les demi-frères et demi-sœurs sont pris en compte pour définir les droits à un enseignement en langue minoritaire? Alors, ça, c'est une bonne question. Bon, peut-être que, je ne sais pas si mon collègue est sur la ligne, mais j'ai un collègue qui est spécialisé qui a regardé à tous ces liens familiaux-là. Mais je ne peux pas vous répondre, moi, personnellement, directement, mais je peux vous dire où trouver la réponse parce que ça a été bien détaillé et expliqué dans le guide de référence du recensement, qui est le guide spécifique pour l'instruction dans la langue officielle minoritaire. Je l'ai mis dans un des liens à la fin de la présentation. Et puis là, vous allez trouver des schémas avec les liens parentés, là, comme on est habitué de voir. Et puis ça devrait répondre à votre question. Disons que pour répondre, là, mais ça serait mieux d'aller vérifier, confirmer. Mais ce qui est important, c'est que les enfants aient au moins un parent commun. C'est ça vraiment qui guide. Donc, ce n'est pas suffisant. Nécessairement, c'est ça, oui. Voilà, ce n'est pas suffisant d'habiter dans le même logement. Mais voilà, ça c'est disons que quand même, on arrive avec des grands nombres, mais il ne faut pas penser qu'on a été large et très libéral dans l'interprétation. Là, ça a été plutôt très prudent comme estimation. Donc, voilà, mais des chercheurs pourraient décider d'établir d'autres liens parce que tout à fait, c'est l'idée. Hein. Nous, on ne veut pas arrêter là et dire voici l'estimation. Il faut que la recherche et le débat continuent sur ces questions-là. Donc, s'il y en a d'autres qui sont intéressés à produire d'autres estimations qu'ils jugent plus réalistes sociologiquement ou selon les nouvelles structures familiales, je pense que ça aussi, c'est un champ de recherche intéressant. Merci. Ben, j'invite les gens à utiliser, si vous avez une dernière question,
Je n'en vois pas pour l'instant, mais j'en profite là, pour vous remercier encore une fois pour cette présentation très complète, très riche d'informations. Donc, vous pourrez nous envoyer une copie, puis on pourra la rendre disponible sur notre site pour les gens qui seraient intéressés à la consulter, parce qu'il y avait aussi des liens à la fin de la présentation, en plus de toutes les statistiques qui ont été présentées. Donc, voilà. Je vous remercie pour l'excellente présentation. Je viens de voir ça, un commentaire aussi. Donc, merci Ça beaucoup. fait plaisir. Au revoir. Merci et puis bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir.